Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Chapuis, comme un grand, comme un champion du monde. Il va le faire, il va le faire. Il va faire battre tranquille au championnat du monde de Paris. Et attaque de Guillermo. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh bien bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver après quelques semaines de pause sur le média, notamment dû à la gestion de la nouveau-née, donc ça demande pas mal de temps, pas beaucoup de temps pour préparer des émissions de lundi. Mais en tout cas, je suis ravi de vous retrouver ce soir. Ce soir, on a deux invités au programme d'ailleurs. On va débuter par mettre en avant l'arbitrage. C'est un sujet qu'on voulait évoquer depuis longtemps dans le média. Alors ce soir, on va parler football pour l'arbitrage. On va accueillir un jeune arbitre de foot qui s'appelle Matteo Garnier, qui vient du club de l'OM. Alors c'est pas l'Olympique de Marseille, c'est pas l'Olympique Marseille, mais bien l'Olympique de Montmoreau. Donc on va voir avec lui un petit peu comment il est venu à l'arbitrage et puis un petit peu ses ambitions pour dans le futur sur ça. Et puis en tout cas bravo aussi à l'Olympique Lyonnais pour la victoire à Marseille hier soir. Donc si vous avez des questions, on va voir si Mathéo est arrivé. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à mettre en commentaire pendant le live. On va lui poser des questions. N'hésitez pas à réagir et aussi à partager le média. On va regarder s'il est arrivé. En tout cas, je salue également Oscar Lombardo qui nous a rejoint. Alors, est-il là? Alors, il n'est pas encore là. Ça devrait pas tarder à arriver. Juste avant qu'il arrive, notre deuxième invité ce soir à partir de 19h, si on arrive à gérer au niveau timing, ça sera le rugby. On va parler de Théo Rollin, le deuxième ligne du club de Lons, qui joue actuellement les 32e de finale du championnat de France, le Fédéral 3. Ils ont perdu hier face à Barbos, donc on va voir un petit peu avec lui les chances de Lons pour le match retour dimanche prochain. Alors, est-ce qu'il est arrivé? Est-il arrivé? Pas encore. Alors je salue Ménétrier, il y a pas mal de gens aussi, Hugo aussi. Et pour l'instant, il n'est pas encore arrivé. Alors, je vais voir. Il n'aurait pas tardé. Et s'il n'est pas là, je ferai un petit message dans 2 minutes pour qu'il arrive. Parce que je vois Gilles Mouget qui nous a rejoint. Alors, l'arbitrage, toujours pas là. On va attendre 30 secondes. Ah le voilà, impeccable. Bonsoir Mathéo. Salut, ça va? Merci, ouais, ça va et toi? Ça va, nickel. Tu me vois bien là? Bon. Écoute, je t'entends très bien. Moi aussi, voilà, tout va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation pour évoquer l'arbitrage. C'est un sujet, comme je le disais, qu'on voulait évoquer depuis quelques temps dans le média. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton âge, un petit peu ce que tu fais dans la vie, tes études, choses comme ça? Tu me vois bien avec le contre-jour là ou pas? Ouais, c'est bon, pas de souci. C'est nickel? Ok. Écoute, moi ça fait, je m'appelle Matteo Garnier, j'ai 17 ans, ça fait maintenant 2 ans que je fais de l'arbitrage. Ok. Donc j'ai commencé en 2019. Bon, ça a été un peu compliqué avec le Covid au début, mais voilà, je me suis lancé là-dedans suite une carrière de foot que j'ai fait depuis tout petit en fait, comme beaucoup de jeunes. T'es étudiant du coup, Mathéo? Ouais, je suis au lycée, là je passe le bac la semaine prochaine. Donc, On croise les doigts pour que ça se passe bien. En tout cas, il y a des supporters lyonnais qui sont là, Fraxou, je sais pas qui c'est, mais je parlais de l'Olympique Lyonnais qui a gagné, parce que moi je dis à chaque fois l'Olympique, parce qu'on Olas, il dit à chaque fois l'Olympique Lyonnais, donc je dis l'Olympique Lyonnais, mais ils ont gagné hier soir. T'as commencé à quel âge de foot? Tu parlais de ta carrière jusqu'à 15 ans, mais t'as commencé à quel âge? j'ai commencé à 6-7 ans, je crois, à l'Olympique de Montmoreau. Bon, un autre Olympique aussi. Hmm. Et Ouais. alors, la question, tu parlais de
t'es arrivé à 15 ans vers l'arbitrage. Comment on arrive à l'arbitrage? Pourquoi? Et j'ai envie de te dire, à chaque fois, on se dit, bon, bah, les arbitres, c'est souvent des anciens joueurs moyens qui n'ont pas réussi à percer sportivement, et puis du coup, ils se font le choix d'aller un petit peu vers l'arbitrage. C'était un petit peu ton cas ou t'avais déjà l'affection pour l'arbitrage? Bon, clairement, j'étais pas bon, hein. Le foot, c'était Mhm. pas pour moi. Et puis mon frère m'a poussé, parce c'est un ancien arbitre aussi. Donc il m'a poussé là-dedans. Après, dans ma région, il n'y a pas beaucoup de clubs, quoi. C'est soit on est bon, soit ça fonctionne pas. Donc, j'avais pas trop de choix en réalité pour jouer. Mhm. Et puis, ouais, je me suis lancé dans l'arbitrage pour tester. Au début, il fallait s'accrocher parce que franchement, c'est pas facile, clairement. Mais j'ai mis, ouais, ah, c'est mon frère surtout qui m'a poussé en fait. Et est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux gens, et moi-même, hein, je ne connais pas forcément la formation pour devenir arbitre, ça dure combien de temps? C'est quoi un petit peu les contours? Alors, en fait, il y a un stage à faire. Donc, moi, je suis parti à Grandvillars. Je suis parti à Grandvillars pendant 3 jours pour apprendre un peu les lois du jeu et vraiment les bases de l'arbitrage. Et après ces 3 jours-là, dans le mois qui suit, on va dire, on passe un match d'examen. Et là, on a 2 essais en fait pour les réussir. Et si malheureusement sur les 2 essais on ne réussit pas, bon, on est obligé de repasser par la case stage et tout pendant 3 jours. Mais moi, j'ai tout eu du premier coup. Et aussi, ce que j'ai pas dit à Grandvillars, c'est qu'il y a un test théorique. Ok. Et Ouais. alors, du coup, il y a théorique et aussi physique, je crois aussi, non? Et test physique, non? Arbitrage, non? Ça va? C'est pas à ce niveau-là. Non, non, pas trop. C'est surtout théorique. Le physique, ça va surtout se déterminer sur le match d'examen que tu vas faire quelques semaines après, quoi. Justement, ce premier match, ce match d'examen que tu as arbitré, j'imagine qu'on s'en souvient. C'était quand? Ça a été un bon souvenir pour toi? C'était un bon souvenir maintenant. Sur le coup, c'est compliqué. C'était en 2019, ou en septembre 2019. C'était, je me rappelle, je crois que c'était à Morbier que c'était. Voilà, déjà lieu. Ouais, Il y a il y a des lieux un peu chauds. Morbier, enfin, voilà, le Haut-Jura fait partie des lieux où des fois c'est un peu chaud, quoi. exact. Après, c'était de U15, donc ça allait. On en garde un bon souvenir, oui. Bon, après, on est quand même surtout stressé, hein. Euh, Hmm. Match très stressé, mais ça s'est plutôt bien passé parce que bon, on est accompagné et puis ils mettent bien en confiance quand même. Ouais. Et le contact avec les joueurs pour cette première, comment ça se passe? On se fait un peu discret la première fois, forcément. C'est au fil des matchs qu'on s'affirme. Hmm. Euh, ouais, franchement, le premier match, j'ai pas eu beaucoup de contact avec les joueurs. On n'ose pas trop s'affirmer et tout. Et puis c'est normal, il y a tellement de choses à savoir. Faut appliquer les lois du jeu, faut courir, faut rester dans l'argumentaire pour quand même, on est le maître du jeu, donc faut se faire respecter. On peut pas tout faire bien dès le premier match, c'est pas possible. Donc du coup, là, à 17 ans, tu peux arbitrer quel genre de match, catégorie d'âge? Bah, en fait, quand tu commences, moi, il y a 3 niveaux dans l'arbitrage. Il y a district, ligue et fédération. Donc, on commence en district. Moi, je suis en ligue là. Donc, en district, je remets la porte, excuse-moi. En district, moi, j'ai arbitré des U15, D1. Ok. Pour les arbitres, il y a 3 niveaux et pour les joueurs aussi, il y a district, régional et national. Donc, ça commence en district. J'ai arbitré de la U15, D1, U14, R1. Ok. On arbitre surtout jeune. Et bon, bah, plus on arbitre, quand on est jeune, on arbitre en fonction de son âge. On a 15-16 ans, on va arbitrer des 15-14 ans, à peu Ok. près. Ok. C'est intéressant Voilà. Et du coup, malgré la différence d'âge qui est pas énorme, il y a quand même ce respect quand même des joueurs envers toi. Comment ça se passe? Ouais, parce qu'ils sont jeunes. C'est surtout à ce niveau-là, c'est surtout les dirigeants qui veulent diriger les choses, etc. Mais les joueurs, non, ça se passe. Et puis plus on monte de niveau, plus ils veulent surtout jouer et pas parler avec les arbitres. Après, Hmm. je sais pas comment ça se passe au niveau des seniors, donc les adultes, parce que j'en ai encore pas fait. Mais clairement, les jeunes, non, ça se passe bien. Ils parlent pas trop, ils pensent pas. C'est c'est intéressant ce que tu dis, Mathéo, parce que c'est vrai que on le voit, hein, ce soit en Ligue 1, mais aussi dans les étages inférieurs.
différentes catégories d'âge. Pour être arbitre, il faut quand même un sacré aplomb, résister aux intimidations, protestations. Comment on vit ça à ton âge? Alors, tu parlais des dirigeants un petit peu de la pression. Comment on vit ça à ton âge, à 17 ans? Bah, faut aussi de la prestance sur le terrain. C'est un travail personnel, quoi. Après, je sais pas comment ça se passe pour les autres arbitres de mon âge. Moi, ça se passe bien parce que je m'affirme, j'essaye de bien parler, j'essaie de- d'être propre sur le terrain, dans le sens où renvoyer une bonne image extérieure. C'est surtout ça, ce que les gens vont penser de toi. Et après, ça va se faire naturellement. Bien sûr, il y aura toujours des joueurs qui veulent te tenir tête. Ça, c'est pas beau être n'importe qui, c'est partout. On voit bien les meilleurs arbitres du monde. Si t'as Verratti en face de toi, il va te tenir tête. C'est le truc. Après, Oui. faut pas se laisser dessus, parce que dès qu'on laisse passer une fois, deux fois des choses, pour tout le match, après, on est soumis aux joueurs. Donc, faut vraiment, dès le début, faut s'affirmer. Et après, ça se fait assez naturellement parce que on a beau être moins prestant sur le terrain ou quoi, on a quand même une autorité légitime du point de vue qu'on est l'arbitre. Donc, techniquement, ils doivent nous respecter. Alors justement, en termes de respect, on le voit. Alors, pas forcément les arbitres de haut niveau parce que ils ont cette sécurité, cet encadrement, mais on l'a vu dans des matchs de district en région parisienne ou dans d'autres régions où il y a des arbitres qui sont violentés. Toi, je croise les doigts. En tout cas, j'espère que ça n'a pas été ton cas pour l'instant et j'espère que par la suite, ça ne sera pas le cas, quoi. Non, mais après, il y a toujours des exceptions dans tout, hein. On a beau voir, dans tout, il y a des exceptions. Malheureusement, c'est la société d'aujourd'hui. Il y a des agressions partout. On peut pas, même pas couvert en réalité. On a beau être un très bon arbitre, on tombe sur quelqu'un voilà, qui a plus envie de jouer au foot et puis qui a envie d'en finir, bah, il le fait. Malheureusement, on n'est pas protégé. Mais Et, voilà, faut se protéger nous-mêmes, quoi. C'est avant tout, faut se protéger. et alors, je sais pas si on l'a dit, on l'a pas forcément dit. Qu'est-ce que tu t'apprécies dans l'arbitrage? Parce que c'est quand même une fonction qui est à part du joueur de foot, quoi. Bah, c'est une gestion du match en fait. Après, c'est surtout personnel, c'est parce que j'aime bien aussi gérer les gens, avoir un contact avec les gens, etc. Donc c'est absolument pas la même chose de jouer et d'arbitrer. Mais ouais, c'est la gestion, c'est savoir s'adapter le plus rapidement et de manière cohérente à toutes les situations. C'est d'être impartial et puis voilà, les choses comme ça qui peuvent, je pense, nous servir dans la vie plus tard, hein, pas prendre parti. Et pour être plus tard, alors, parce qu'il y a des anciens arbitres qui étaient policiers, gendarmes, non? C'est pas un milieu qui t'attire, du coup? Si, Avec si, cette histoire de policier, ouais. on peut partir dans le droit l'année prochaine, donc on verra bien ce que je fais, mais si, c'est forcément, je dirais pas que c'est logique, mais ça rapproche, en tout cas. Hmm. Alors, c'est vrai que c'est intéressant d'évoquer l'arbitrage parce que c'est une condition, on va dire, sine qua non pour tous les clubs, dans tous les sports. Les clubs doivent fournir un quota d'arbitres à partir d'un certain niveau. Pour toi, alors, c'est une obligation inévitable pour assurer la tenue des rencontres? Parce qu'on a l'impression que sans cette obligation, il y a des rencontres qui pourraient pas se tenir parce qu'il y aurait pas d'arbitre. Ah bah oui, ils sont obligés, parce qu'après, il y a plus de légitimité dans les matchs, en fait. Qui est-ce qui gagne, qui perd, qui... On voit bien quand Non, mais c'est... ce que je veux dire, c'est que cette obligation permet d'avoir un quota d'arbitres suffisant pour jouer le week-end. Oui, oui. Après, je sais pas trop comment ça se passe en D3, D4, les plus petits niveaux. Mais c'est obligatoire pour un peu pousser les gens à l'arbitrage aussi. Et puis parce que c'est donnant-donnant, quoi. Si les gens veulent jouer, il faut de l'arbitrage. Et si les arbitres veulent arbitrer, il faut des matchs aussi. Et alors, tu parlais de l'an prochain, donc tu vas en fac de droit. Tu te fixes des ambitions pour la suite dans l'arbitrage? Tu te pas de limite? Je sais pas. Après, faut voir, c'est beaucoup de temps quand même. Moi, je pense que d'avant tout. Le prochain niveau, c'est fédération. Moi, j'arbitre avec des arbitres qui sont fédération justement quand je fais de la nationale. On se rend pas compte, mais c'est énormément de temps. Ça prend tout le week-end, quoi. Oui, parce que moi, je me souviens, il y avait des arbitres assistants qui étaient le samedi en ligue et qui arbitraient le dimanche en district, quoi. Donc, c'est tout le week-end qui est pris, quoi. Ouais, mais eux, c'est parce qu'ils doublent. Donc, c'est leur Ouais. volonté. Hmm. Les arbitres de fédération qui arbitrent qu'un seul match dans le week-end, ils partent la veille du match, quoi, carrément. Ils prennent un hôtel. Donc, ouais, c'est vraiment beaucoup de temps. Pour terminer, deux petites questions, parce que je vois que le temps file malheureusement. Est-ce que t'as un style d'arbitrage, toi, bien précis? Comment tu te définis dans ton arbitrage? Parce que
En Ligue 1, on les voit bien, hein, Bastien, comme il s'appelle, notre ami Clément Turpin. Enfin, il y a vraiment différents styles d'arbitrage, quoi. Comment tu te définis? Bon, j'essaie de laisser jouer un maximum, quoi, parce que bon, c'est le jeu avant tout. Je vais pas arrêter à chaque contact, sinon ça n'aura aucun sens. Après, faut pas que ça dépasse non plus, parce que aussi c'est des jeunes, donc faut que je les protège avant tout, parce que ça peut vite, ils peuvent ne pas se rendre compte de l'impact qu'ils mettent. Mais ouais, j'essaie avant tout de jouer. Surtout que moi, j'arbitre énormément sur synthétique. Donc le jeu va beaucoup plus vite et il y a moins de contact au sol. Donc c'est quand même beaucoup plus intéressant de voir le jeu sur synthétique que sur herbe. Donc ouais, j'essaie de laisser un maximum. Et pour terminer, t'en penses quoi, toi, Mathéo, de la sonorisation des arbitres? Parce qu'on le voit de plus en plus sur Amazon, ils équipent les arbitres de micro, on les entend, on entend tout ce qui se passe pendant la rencontre. C'est une bonne démarche, selon toi? Ça va calmer un petit peu des joueurs? Ouais, je pense que c'est une bonne chose parce que ça rapproche un peu les gens avec l'arbitrage. J'ai regardé deux, trois vidéos là-dessus. C'était sur écoute et à l'écoute. C'est Amazon Prime qui faisait Ouais. ça super intéressant parce que on vit le match avec l'arbitre. Parce que quand on n'entend pas, on se dit mais qu'est-ce qu'il dit aux joueurs? On a toujours cette image-là de l'arbitre qui est autoritaire, qui prend ses décisions, c'est comme ça et tout. Alors qu'on voit que là, il parle vraiment beaucoup avec les joueurs et c'est intéressant. Donc je pense que c'est une bonne chose. Puis ça peut permettre de clarifier un peu sur les décisions d'arbitrage. En tout cas, c'est super intéressant. Alors, je te remercie, Mathéo. Je vois qu'il est déjà 19h. Malheureusement, on va devoir arrêter ce bel échange. En tout cas, je te souhaite plein de bonnes réussites pour la suite de ta carrière dans l'arbitrage. On essaiera de faire des points là-dessus parce que c'était hyper intéressant. Bah, Merci à toi. il n'y a pas de souci, c'était un plaisir. Merci à toi. Bonne soirée. Et puis, bah, bon courage pour ton bac, en tout cas, parce que ça arrive bientôt. Donc, voilà, on croise les doigts pour que ça fonctionne. Bonne Continue. soirée, Mathéo. Salut. Merci beaucoup. On remercie Mathéo pour sa disponibilité et puis pour évoquer ce sujet hyper intéressant de l'arbitrage. On va passer à notre deuxième invité du soir. On va parler rugby avec Théo Rollin, le deuxième ligne de Lons. Parce que ce week-end, c'était les 32e de finale aller du championnat de France de Fédéral 3 avec le club de Lons. Mais je voulais juste faire un petit focus, féliciter d'ailleurs le club du Grenoble Rugby en Fédéral 2 pour sa belle saison qui s'est achevée le week-end dernier du côté de Genève. C'était un match de barrage face aux Servettes de Genève. Alors c'était un petit peu le PSG du rugby, troisième de la poule 2 de Fédéral 2. Les Delois ont bien résisté, mais ils sont inclinés 25-5. Donc bah, bravo aux Delois pour cette saison. Puis on espère que l'an prochain, avec encore des joueurs du cru, ça va pouvoir fonctionner. Voilà, 19h01, on va rejoindre Théo et on va pouvoir commencer. Alors, impeccable. Salut Théo. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation pour revenir sur ce match d'hier. Alors, pour rien cacher aux gens, on se connaît très bien parce qu'on a été voisins pendant une dizaine d'années, facile. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux spectateurs? Alors, ton âge, qu'est-ce que tu fais un peu dans la vie? Bonjour à tous, moi je m'appelle Théo Rollin, je suis deuxième ligne au CSL depuis une grosse quinzaine d'années. J'ai 23 ans et je suis masseur kinésithérapeute à Lons. Et ta fonction te permet un petit peu de t'impliquer de seconder le staff un petit peu? Comment ça se passe? Ouais, depuis cette année où je suis diplômé, on a essayé de mettre en place un peu certaines choses, mais bon, ça prend un peu de temps et puis et voilà. Mais sinon, c'est plaisant et ça fait plaisir aussi de s'impliquer d'une façon un peu différente dans la vie associative, quoi. Alors pour contextualiser un petit peu ce match d'hier, hein, avant cette rencontre de phase finale, vous aviez réalisé une saison presque sans faute, hein, avec une seule défaite à votre actif. Quand vous basculez comme ça sur un format de phase finale, c'est pas ça qui est compliqué à gérer quand on fait une saison aussi pleine, de basculer sur des matchs couperets comme ça? Bah ouais, c'est sûr, parce que on n'a pas la même approche du match, c'est des équipes qu'on connaît pas, alors que bon, dans la poule, c'est des équipes qu'on joue depuis plusieurs années maintenant. Là, c'est une équipe avec un rugby complètement différent, avec pas la même philosophie de jeu, et voilà, c'est à 900 km, donc ça, c'est pas du tout la même approche, quoi. Alors tu parlais d'absence de repères par rapport à l'adversaire. En préparant l'émission cet après-midi, j'ai mon ami Vincent du Progrès, spécialiste rugby, qui me disait, en plus, l'US Bardos, Fédéral 3 du Sud-Ouest,
c'est encore un autre échelon, un autre niveau que de la Fédérale 3 Bourgogne-Franche-Comté, quoi. Là-bas, c'est ancré, c'est encore, c'est un peu comme si on compare du foot de Auvergne-Rhône-Alpes et du foot bourguignon-franc-comtois, quoi. Vous avez senti la Ouais, différence? ouais, c'est sûr, ça se voit que là-bas, c'est le pays du rugby. Les gens ils vivent pour ça. Et ouais, ils ont, ces mecs-là, ils ont le rugby dans la peau. Ça, c'est indéniable. Ouais. Et vous êtes arrivé sur Biarritz, je crois, c'est ça, hein. Vous êtes arrêté sur Biarritz ou Bayonne, je crois, c'est À Bayonne, ça, à Bayonne. à Bayonne. T'as pas eu l'occasion, du coup, samedi, toi qui aimes bien le BO, d'aller te faire un petit tour au match, alors? Non, 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 on n'a pas Non. pu malheureusement, mais on allait faire un tour quand même à la plage le matin pour profiter un peu quand même du sud-ouest, histoire de pas être venu pour rien. Alors sur la rencontre, c'est vrai que le début de rencontre est assez équilibré. Alors je reprends les propos de l'article parce que bah, forcément j'ai pas pu suivre le match, mais un petit peu rugueux. Est-ce que vous attendiez un petit peu à une telle adversité en face, peut-être dans un terrain hostile en plus, peut-être aussi intense que ça? Oui, on s'y attendait quand même. On avait vu une petite vidéo de leur part où voilà, ils montraient un gros engagement. Physiquement, bah, on va dire qu'on n'avait rien à leur envier, mais par contre, dans l'engagement, c'est sûr qu'ils étaient vraiment là à 100%. Et donc, du coup, bah, le début de match était très, très disputé. Ouais. Et ce premier essai que vous encaissez à la 21e, dans les têtes, comment ça réagit? Ça fait mal ou voilà, vous vous êtes dit bon bah de toute façon c'est que la 21e, il y a encore du temps derrière quoi. Non, en fait, ça arrive à un moment où on a dominé beaucoup. On a eu une possession très, très énorme sur le début du match, mais assez stérile. Et au final, bon, on se prend une grosse reculée de plus de 50 mètres sur l'action. Et au final, voilà, on s'affole pas plus que ça parce que, mine de rien, ça reste un match qui est la moitié de la confrontation. Donc, même si on prend un essai, rien n'est perdu d'avance. En tout cas, je pose la première question des spectateurs. Alors, je pense que c'est plus une boutade qu'autre chose, bien évidemment, de Zolat qui dit, maintenant que vous avez été capitaine, tu as pris un petit salaire au club, 800 euros, il indique Zolat. Alors, j'espère que tu as demandé plus, hein, parce que ça mérite très en tant que capitaine de Lons. Mais c'est vrai que à la pause même, hein, vous regagnez les vestiaires, hein, vous êtes mené que 10-3, voilà, rien n'est joué. Qu'est-ce qui vous a dit un petit peu le coach à la pause? Il y avait des choses à Bah, modifier, c'est quoi un petit peu les mots? Bah, de pas paniquer, surtout, c'est le plus important. Et voilà, ça fait un quart du match, enfin un quart de la confrontation, je veux dire. Il faut pas paniquer, il faut jouer notre jeu, chose qu'on n'a pas trop bien fait malheureusement sur ce match-là. Voilà, on savait qu'ils jouaient un rugby particulier, mais on n'a pas vraiment su s'adapter à 100% sur le match, en tout cas sur le match aller. Particulier, c'est-à-dire, si tu peux nous expliquer un petit peu. Bah, disons que c'est très simple, mais à la fois très très rugueux. Et au final, ils ont pas réinventé le rugby, mais ils ont été très très costauds sur les bases. Ça veut dire une bonne conquête, une très très grosse défense, et puis voilà, derrière un bon jeu au pied, ça jouait juste, et voilà quoi. Ouais, donc en fait, comme tu le dis à l'instant, c'est vrai que du coup, la rencontre, elle s'est jouée d'abord sur leur solidité défensive et aussi la possession, enfin l'occupation du terrain, quoi. C'est ça, ouais. On avait des gros franchisseurs et ils ont même pas réussi à passer une fois le rideau, quoi. Donc ça montre à quel point il y a de la qualité en face. Après, peut-être que l'avantage que vous avez par rapport à eux, alors je sais pas, mais je pense, c'est votre banc, parce qu'on l'a vu sur la seconde mi-temps où vous avez fait rentrer pas mal enfin quelques joueurs assez décisifs. Il y a un essai quand vous marquez à la 67e, c'est un entrant. C'est pas là aussi le motif d'espoir pour le match retour en se disant que vous avez un effectif un peu plus fourni que le leur, et du coup ça peut changer la donne du match. Un effectif plus fourni, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, on a des joueurs qui ont joué à très haut niveau et qui nous apportent cette expérience-là du haut niveau. Et c'est toujours bon à prendre, surtout sur ces matchs un peu coup près. Voilà, ils ont l'habitude de jouer des matchs de ce style-là, donc c'est toujours bon à prendre. Du coup, on va les écouter et on va les suivre tout le long du match retour. Sur la route du retour, justement, hier soir, qu'est-ce que vous êtes un peu dit entre vous? L'analyse comme ça, à chaud-froid du match, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Bah, c'est assez particulier parce que bon, c'est pas quelque chose dont on a l'habitude d'avoir. Ces matchs aller-retour. Donc au final, bon, on est un peu comment, dégoûté d'avoir perdu, mais dans un autre sens, on se dit qu'au final, 11 points, c'est pas énorme à rattraper et que voilà, au stade du Mas, dans de bonnes conditions, on est capable de remonter sans souci.
Après, voilà, il va falloir mettre les ingrédients bien travailler cette semaine pour pouvoir répondre à l'engagement et au beau match qu'ils ont fait contre nous. Oui, parce que j'imagine que suite à cette première manche, cette première opposition, cette semaine sera un petit peu adaptée, on va dire peut-être tactiquement, peut-être travailler des choses que vous n'avez pas forcément travaillé pour le premier round. Oui, ouais, c'est ça. Voilà, on était un peu dans le vide. Là maintenant, on a quand même plus de certitude sur ce match et donc du coup, bah, ça va forcément être plus simple pour travailler sur quoi on a pêché pendant le match de hier, quoi. Bon, apparemment, le retour a été un peu plus long pour toi, parce que apparemment assez, on va dire, siestant pour toi, pas mal de siestes dans les minibus pour revenir. Alors c'est vrai, comme tu le dis, hein, tout est à faire. C'est pas terminé pour vous, parce qu'il y a le match retour dimanche au Stade du Mas, donc vous perdez 21-10, hein, donc il y a 11 points de retard, 12 à inscrire pour se qualifier. Selon toi, parce que c'est vrai qu'il y a encore du temps, mais qu'est-ce qu'il faudra remettre dans le bon sens sur ce match? Sûrement la gestion, on va dire la gestion du match, c'est-à-dire voilà, il y a des moments où on relançait depuis notre en but ou quoi que ce soit. Voilà, faut jouer plus simple, mieux gérer nos temps forts et puis essayer à tout prix de casser ce rideau très hermétique sur le match d'hier et voilà, jouer juste en attaque, bien resserré en défense et voilà. Mais le fait d'avoir vécu une saison où peut-être, hein, j'ai vu aucun match, donc c'est pour ça que je me permets de te poser la question. Peut-être que dans votre saison, vous avez beaucoup, et je crois que c'est le cas, hein, vous avez beaucoup proposé de jeux, beaucoup de relances. Là, sur une phase finale comme ça vous a un peu fait défaut du coup. Oui, ouais, clairement, c'est ça. Voilà, ça vient aussi du fait que bah, forcément, l'équipe en face, elle n'a pas du tout la même façon de jouer que celle qu'on avait l'habitude. Mais voilà, encore une fois, on n'a pas su s'adapter et c'est bien dommage. Mais bon, j'ai aucun doute sur le fait qu'on va rebondir et qu'on va pouvoir imposer notre jeu avec nos points forts pour le match retour. Justement, alors ce match retour, il va être assez incroyable parce que là, on sent l'atmosphère hein, de monter sur ces phases finales où à Dumas, alors déjà qu'il y a du monde en règle générale, je pense que ça va être encore bien plein dimanche. Euh, Si ça passe à plus de 12 points, vous accédez en 16e de finale. Et j'ai envie de dire, c'est pas fini parce que du coup, il faudra encore gagner cette double confrontation pour pouvoir accéder à la Fédérale 2. Donc, le chemin, il est vraiment long. On a l'impression que, on est tout proche, mais à la fois, il y a encore du chemin, quoi. Vous y pensez même pas, quoi. C'est à ces 16e de finale, à cette accession en Fédérale 2 qui est un petit peu l'objectif du club aussi, hein. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est sûr que ça fait encore 3 matchs minimum. Hein. Et donc voilà, mais le fait qu'on ait perdu ce match aller, on se concentre quand même uniquement sur ce qui va se passer dimanche et puis on essaie de faire abstraction de tout ce qui va se passer après. Je pense que le plus important, c'est de regarder vraiment sur ce match retour et puis bon, le reste, on verra, ça sera après quoi. Et c'est vrai que ça devait faire bizarre pour vous d'aller aussi loin pour jouer. On le disait, nous, t'as premier au téléphone avec Vincent Moire, là, du Pro, on se disait, mais c'est la première année où ils ouvrent au national pour ces phases finales au stade des 32e de finale. Peut-être que si vous aviez joué une équipe, on va dire, de plus de la région ou du Grand Est, peut-être ça aurait été un peu plus simple pour vous. Avec Peut-être, Dessy, hein, je dis ça. Je dis bien avec peut- Dessy, hein, parce que c'est toujours pareil, mais. peut-être parce que c'est vrai qu'on voit que les autres équipes de la poule, elles ont toutes perdu. Donc au final, peut-être que c'est dans le Nord-Est, c'est peut-être des équipes plus faibles ou je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que peut-être que ça nous aurait avantagé, mais au final, bon, la distance, elle est pour les deux équipes et eux, au final, dimanche, ils vont aussi faire ces 900 kilomètres. Mais c'est vrai que c'est pas facile de se mettre en jambe quand c'est comme ça, mais c'est comme ça. Et c'est vrai que si vous passez en 16e, tu as déjà regardé un petit peu des adversaires que tu voudrais bien affronter ou pas du tout? Bah, a priori, selon les tableaux qui sont en ce moment là, ça serait potentiellement Mérignac, donc vers Bordeaux, donc ça ferait aussi un gros déplacement. Donc ça fait un de plus, Encore. quoi. Oui, puis encore, voilà, une terre de rugby là-bas, sud-ouest, un peu plus haut maintenant, mais c'est vrai que la région bordelaise commence à être pas mauvaise au niveau du rugby. Alors, ce parcours, là sur ces phases finales, moi ça me rappelle, alors on peut pas le nier, les années 2000, hein, les beaux parcours, Mm. voilà, où ton papa était là aussi. Voilà, tout ça, ça doit aussi peut-être raviver la flamme aussi du club, quoi, voilà, de ces beaux moments, quoi, qu'a vécu ce club dans les années 2000. C'était incroyable, quoi, cette épopée. Mais bien sûr, ouais, Vous y ça donnait comptez? envie de faire pareil. Ça donnait envie de faire Ouais. pareil
et ça fait rêver. Donc voilà, nous donner les moyens aussi de le faire et voilà. Mais c'est vrai qu'on a envie un peu de renouer avec ce passé victorieux et ça serait bien pour le club qui en a quand même pas mal bavé ces 10-15 dernières années. Donc de le faire remonter à la place où il était il y a quelques temps, ça serait vraiment super. Et ce serait pas, alors là on va être un petit peu négatif, peut-être une fois dans cette interview, mais en cas de revers où vous gagnez de 11 points, enfin vous gagnez 10 points, euh, on a l'impression que voilà, ça va être un gâchis parce que vous avez tellement dominé que c'est juste sur ces phases finales où peut-être le dispositif d'accession est mal fait parce que du coup vous gagnez tout et vous montez pas alors que vous avez dominé tout le championnat quoi. C'est un peu dommage quoi ce système. C'est la loi des phases finales, mais c'est vrai qu'on a de quoi avoir des regrets si on passe pas, parce que la saison elle était maîtrisée, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Et voilà, mais du coup, on est très très attendu aussi, que ce soit au niveau des supporters dans la ville. Et voilà, donc on se doit de passer ce tour, même si on est conscient que ça va être très compliqué. Bon, en tout cas, moi je croise les doigts pour que dimanche le stade du Mas soit en fusion et que vous puissiez gagner de 12 points. Comme ça, au moins, on ferme, on plie sur ce match piège face à Bardos. En tout cas, merci beaucoup Théo. Plein de Merci à bonnes toi. choses pour dimanche. Et puis bah bon courage, on suivra ça avec grand intérêt. Et puis on donnera aussi des infos sur les 16e de finale hypothétiques de Lons. Donc voilà. On croise Bah, les doigts. merci à toi en tout cas, Théo. Merci beaucoup, bonne soirée. Ouais. À bientôt. Allez, salut, au revoir. On remercie Théo pour sa disponibilité. Juste avant de terminer ce petit live, d'ailleurs merci d'avoir été si nombreuses et nombreux. Je voulais juste revenir avec vous sur quelques petites actus du week-end sportif, parce qu'il y a eu aussi du foot au-delà de l'arbitrage. Hein, il y a eu quand même des matchs intéressants. Il y avait notamment un derby au niveau de la régionale 1 entre le RC Lens et le club de Juralac. C'est vrai que Lens continue à gagner tous ses matchs. C'est assez incroyable la série. Alors cette fois-ci, ils ont battu leur voisin du Juralac 3-1. Je crois qu'il y a eu d'ailleurs un penalty arrêté par Pira, le portier de Juralac. Il a stoppé le penalty de Rachedi, donc ça aurait pu faire 4-1. Mais en tout cas, c'est une belle victoire pour Lens. On espère que Juralac va pouvoir se maintenir. Il reste quelques journées. Et aussi un petit coup de chapeau aussi à Jura Sud en National 2. Belle victoire 5-0 face à mon équipe de cœur, l'AS Monaco. Alors c'était la réserve. Apparemment, il y avait des citrons aussi en face à Monaco. L'attaquant qui fait une panelka alors qu'ils sont menés 4-0 sur penalty, il fait une panelka. Voilà, bon, c'est vraiment. On se me fout souvent de la gueule des joueurs de foot, des citrons. Apparemment, il y en avait un du côté de Monaco, donc voilà, j'espère que, en tout cas, bravo à Jura Sud qui est quatrième de National 2, donc super parcours pour les hommes de Valentin Guichard. Et puis aussi un autre derby, c'était à la division, on va dire inférieure, en Régional 2, l'Ajoux à domicile qui s'est incliné 3-0 face à Brest-Jura. Brest-Jura qui, comme dit dans l'article, a frappé vite et fort avec 3 buts dans les 35 premières minutes avec notamment Élie Journet à la 34e et puis aussi à sa cour dès la 5e minute de jeu. Donc, et ben en tout cas, Brest-Jura est bien parti pour monter en Régional 1. Donc bravo à eux. Et puis en tout cas, sur les infos un peu négatives du week-end, malheureusement, c'est la défaite qui fait mal du week-end. C'est la défaite de l'ALL en basket. Du côté de Jouef au Mécourt, grosse défaite 91-65. Alors c'est une défaite qui condamne un petit peu les joueurs de National 2 pour jouer la montée. Donc avec ce revers, malheureusement, c'est terminé. Damien Fontaine qui a d'ailleurs réagi à cette défaite en disant qu'il n'y a pas eu photo, défaite logique. Donc meilleur que du début jusqu'à la fin. Donc et ben, malheureusement, la LL cette année, c'est un petit peu le flop, que ce soit pour l'équipe féminine et l'équipe masculine. Il y avait des ambitions au départ, malheureusement pour l'instant, elles ne se sont pas révélées justes et elles n'ont pas abouti. Donc on espère que l'an prochain, ça ira mieux pour la LL, parce que on souhaite quand même que le National 2 en basket aille mieux. Et pour terminer, on reparle de rugby. Je vois un petit score qui me fait plaisir, la belle victoire de l'US Arbois en honneur du côté d'Autun, 22-8. Donc belle victoire avec en plus le bonus offensif. Donc bravo aux Arboisiens. Donc voilà. Donc en tout cas, merci à vous d'avoir été présents. On essaiera bien sûr de faire une émission la semaine prochaine. Je ferai le maximum. En tout cas, merci d'avoir été nombreux et nombreux à suivre ça.
Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Passez un bon week-end et encore allez le CSL Lens dimanche prochain. Allez, bonne soirée. Ciao.